Cette émission vous est présentée par Doyon Cuisine et Bœuf et compagnie. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui à Au goût de chez nous, on va préparer deux plats à base d'agneau. En entrée, on va préparer des petites boulettes d'agneau piquantes qu'on va servir avec une petite sauce au yogourt, à la menthe et au citron. Pour mets principal, on va servir un carré d'agneau qu'on va servir accompagné d'une purée de pommes de terre et de choux de Bruxelles au beurre. Et on va préparer également pour dessert des petites crêpes au chocolat avec des fraises, crème pâtissière et un sirop au chocolat par-dessus tout ça. Premièrement, on va commencer par préparer notre dessert. Le dessert va se faire en 3 étapes. On va préparer les 2 premières. On va faire la dernière étape qui est la sauce au chocolat en tout dernier lieu, juste avant de servir parce que c'est une sauce qui se fait chaude. Donc on va la garder chaude, sinon on va figer avant qu'on soit rendu à dresser les assiettes. Pour commencer, on va faire notre pâte à crêpes au chocolat. Puis pour ça, on va avoir besoin de 2 tasses de farine blanche. En fait, c'est une demi-tasse, donc c'est 1 tasse. À ça, on va rajouter une grosse cuillère à soupe, 2 grosses cuillères à soupe, pardon, de cacao en poudre. On va mélanger tout ça ensemble. À notre mélange de farine cacao, on va tout de suite rajouter le lait. Pourquoi on met le lait tout de suite dans la farine? Parce que le lait et la farine, ça a tendance à ne pas faire de motons quand on les brasse ensemble. Donc, vous n'aurez pas de grumeaux dans votre mélange. Ensuite, on va battre les œufs qu'on va rajouter après. On va rajouter 2 œufs entiers. Finalement, on va rajouter un peu de lait parce que quand on mesure la farine ou qu'on la pèse, il y a une grosse différence. Sans doute que ça s'est compacté un petit peu plus dans ma cup. Je vais rajouter une demi-tasse de lait quand même. Je veux que mon mélange soit souple, pas trop épais. On va faire des belles crêpes minces. Je laisse ça reposer quelques minutes. On va faire cuire les crêpes tout à l'heure. En attendant, on va préparer notre crème pâtissière à la vanille. Pour ça, je vais avoir besoin de 400 ml de lait. On va mettre notre lait à chauffer dans une casserole. On fait chauffer ça à feu élevé. On veut que ça frémisse, mais on ne veut pas que ça bouille. Pendant ce temps-là, avant que ça mijote, on va préparer notre mélange à œufs. On met un œuf entier et 2 jaunes. À mes œufs, je vais rajouter un tiers de tasse de sucre. Puis je vais rajouter un tiers de tasse de sucre également dans mon lait qui est en train de chauffer. Ce beau petit mélange-là, on va le fouetter jusqu'à temps que le sucre se dissoude et que le mélange blanchisse un petit peu. Sortez votre huile de coude. On va rajouter dedans ça une demi-gousse de vanille naturelle qu'on va couper en 2 puis qu'on va retirer les graines. Donc, une gousse de vanille, ça pousse comme ça dans un arbre. Ça, c'est la partie qui est rattachée à l'arbre. Donc, ce qu'on fait, c'est que la partie ici, c'est comme un haricot vert qui a desséché un peu. Ça peut vous donner une idée. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on regarde la partie qui est attachée à l'arbre, on la coupe en 2. Puis avec le dos de notre couteau, on va venir retirer les graines. C'est ça, ces petites graines-là à l'intérieur qui donnent l'excellent goût de vanille qu'on a dans nos essences. Il faut macérer sans doute il faut macérer l'écosse vide dans une essence, un alcool quelconque. Parfois c'est du whisky, des fois c'est du rhum. Puis avec ça, ils font de l'essence de vanille. Si on la rajoute, on va la bien mélanger
Puis on va continuer de mélanger notre mélange jusqu'à temps qu'il blanchisse. Vous allez voir des petits grains noirs dans votre mélange, inquiétez-vous pas, c'est ça la vanille naturelle, c'est comme des petits grains, c'est des graines finalement. Dans notre mélange maintenant, on va rajouter une cuillère à soupe de fécule de maïs. Vous allez voir, la fécule, c'est quand même très volatile, puis ça se mélange pas très bien, mais ça va finir par se dissoudre quand même, puis tout s'amalgamer. Le rôle de ça va faire épaissir notre crème pâtissière pour qu'elle soit ferme. À la quantité qu'on a, une cuillère à soupe, ça devrait être suffisant. Je veux pas qu'elle soit trop raide non plus, je veux qu'elle reste crémeuse. Notre lait commence à frémir, on va juste s'approcher. Le sucre est dissous. Juste m'approcher pour pouvoir mieux travailler ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la moitié de mon lait chaud sur mes œufs qui sont ici. Il faut le faire tranquillement en fouettant. Si je le verse trop d'un coup, ce qui va arriver, c'est que le lait va cuire le jaune d'œuf, puis ça va faire des grumeaux, puis c'est pas ce qu'on veut. Fait qu'on va l'intégrer tranquillement. La moitié comme ça. Fait qu'un coup que c'est bien intégré, on remet ça sur le rond. Puis on va remettre le mélange à cuire. Là, vous allez voir, ça ne prendra pas grand temps. Un coup que le mélange a cuit, il va commencer à bouillonner, la crème pâtissière va épaissir tout de suite. Il ne faut pas qu'elle reste dans le chaudron trop longtemps parce que si elle reste là encore, le jaune d'œuf va cuire, on va avoir des petits grumeaux, puis c'est pas ça qu'on veut. Fait que préparez votre bol. Faites juste surveiller, vous allez voir, ça va se mettre à épaissir assez rapidement. Arrêtez pas de brasser tant que ça n'a pas épaissi. Ça a le temps de se déposer au fond du chaudron, c'est certain que ça va faire des petits grumeaux. Voilà, vous voyez, ça commence à épaissir. Aussitôt qu'on voit des bouillons apparaître, on compte jusqu'à 5, puis on retire du feu. Puis là, afin d'éviter les contaminations croisées des œufs cuits et des œufs crus, on va juste verser dans un bol propre. On va couvrir ça avec une pellicule plastique directement sur la crème, puis on va mettre ça au frigo pour que ça refroidisse. Mon nom, c'est Stéphane Poisson. Ça fait depuis 1994 que je suis propriétaire. J'étais au début propriétaire avec mon frère. Aujourd'hui, je suis propriétaire avec ma conjointe. On est dans la production ovine, ainsi qu'on est une ferme autosuffisante. Dans la production ovine, on est spécialisé que dans la découpe, que juste dans la viande. On fait de l'agneau lourd, de l'agneau léger et de l'agneau lourd. On vend au magasin et aussi qu'on vend aux encans, mais on vend debout, là, aux encans. Depuis 1994 qu'on est propriétaire, que je suis propriétaire, mais la bergerie, elle vit depuis 2009 environ. C'est un projet qu'on a parti, moi et ma conjointe, en 2009, la bergerie, pour faire de l'agneau lourd. À la suite du départ de mon frère qui était en production laitière, qui est resté en production laitière, fait qu'on a décidé de refaire vivre les bâtiments un petit peu pour faire de l'agneau lourd. Le principal avantage d'acheter local, c'est une question que tu es plus en contact avec le producteur, tu es plus près du producteur, que quand j'envoie ça à l'encan, c'est plus machinal, je sais pas comment te le dire, c'est plus... c'est moins personnel, là. Tu vas mener ton agneau là, puis ça vient de s'éteindre, ça finit ici. Mais quand on vend local, quand je vends par le magasin, c'est beaucoup plus personnel, c'est beaucoup plus un à un, là. C'est plus du personnel, là. Les étapes pour faire grandir l'agneau, l'agneau naît de sa mère.
Ensuite, il boit, sa mère le nourrit pendant environ 2 mois. Et après ça, je l'enlève de sa mère, il tombe au sevrage. Puis ainsi de suite, c'est du maïs rond avec un supplément 19% protéinique qui fait que je l'engraisse, puis il a son foin à volonté tout le temps, là. Fait que c'est comme ça que je l'engraisse. Mais quand on fait de l'agneau léger, c'est de l'agneau que je viens de sevrer de la mère. Puis de l'agneau lourd, c'est de l'agneau de 80 livres et plus, là. On est une ferme de grande culture. On cultive environ 800 acres qui est à ma possession. On fait beaucoup de forfaits à l'extérieur. Fait que, grosso modo, c'est pas mal ça. La ferme vend beaucoup sur le côté commercial, là. Maïs, soya. Les produits, on les retrouve juste présentement, le magasin, la petite boutique qu'on a sur la ferme. On n'a pas encore approché personne pour voir où qu'on pourrait. On essaie vraiment de développer notre magasin, notre boutique à nous, là. Donc, on va faire cuire nos crêpes maintenant. J'ai mis ma poêle à chauffer à feu moyen faible, là, je vous dirais. Si vous avez un registre, ça serait à peu près à 4 sur votre cote de 1 à 10. Donc, on la met à chauffer. Puis là, c'est toujours Moses avec les crêpes. On risque toujours d'en manquer au moins la première parce qu'on va faire un test. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de beurre dans le fond de ma poêle. Même si elle est anti-adhésive, juste pour le goût, là, pour la forme. Et on verse au centre, puis après ça, on fait des... pour bien l'étendre. On veut qu'elle reste ronde. Ce qui est le fun avec les crêpes au chocolat, c'est que ça donne une amertume à notre plat. C'est pas nécessairement sucré parce qu'on a pas mis de sucre dedans, étant donné que la crème pâtissière est assez sucrée, puis qu'on va avoir des fraises en plus, puis la sauce au chocolat. J'ai pas du tout sucré le mélange de pâte à crêpes. Puis en plus, ce que ça aide, c'est que le mélange à crêpes, quand il n'y a pas de sucre dedans, il colle moins dans le fond de la poêle. Fait qu'on s'est donné toutes les chances qu'on avait, là. Oui. On s'en sort pas pire. On va augmenter le feu un petit peu. Donner une chance de rôtir un peu plus que ça. Plus ils sont minces, plus ils cuisent vite. Donc plus votre mélange est liquide, plus elles vont cuire rapidement, plus il va y avoir moins d'épais de mélange à cuire. Là, je pense qu'on a pogné le rythme, là. Ça devrait bien aller. Dans le fond, on a besoin de 4 belles crêpes pour nos 4 assiettes qu'on va faire. Le mélange, a fait peut-être 6 ou 8, là, tout dépendant de la grandeur de votre poêle aussi. Ça peut varier. Je mets environ 3 onces de liquide, là. Donc ça, c'est une louche de 4 onces. Je la remplis presque au complet avant de faire ma crêpe. Ça vous donne un repère pour la grandeur que je fais ici. Maintenant, on va s'attaquer à nos petites boulettes qui sont en entrée. Les petites boulettes, on va les servir dans un plat principal, une assiette ronde avec une trempette à côté. Puis ça va être comme un petit amuse-bouche que les gens vont pouvoir prendre en prenant l'apéro autour de la table. Donc pour nos petites boulettes, pour commencer, on va avoir besoin d'un oignon haché qu'il va falloir faire revenir un petit peu dans un peu de beurre pour l'attendrir, qu'on va mélanger ensuite à notre mélange. Donc le temps que les oignons refroidissent, on va avoir le temps de préparer le reste du mélange pour pouvoir former nos petites boulettes qu'on va faire rôtir au four. Donc on va avoir besoin environ d'un quart d'oignon finalement. Je vais le couper la moitié au complet, ça va être plus facile à couper que si je le coupe en quart tout de suite. Donc je vais, comme d'habitude, inciser des petites tranches à l'horizontale. Perpendiculaire maintenant. Je ne me rends pas jusque l'autre côté. Que tous les petits bouts restent attachés ensemble. Ensuite, on y va dans l'autre sens. Dans la poêle, on va mettre un petit peu de beurre. On va tout de suite lancer nos oignons. On
faire revenir ça environ 3 à 4 minutes, juste pour les entendrir, jusqu'à temps qu'ils deviennent translucides. Ça va enlever le goût fort qu'on pourrait retrouver dans nos petites boulettes. Le fait de les faire cuire, ça va les rendre plus doux. Donc bien plus agréable en bouche aussi. À ça, on va rajouter 2 gousses d'ail. On va juste hacher ça le plus fin possible. On ne veut pas qu'il y ait une grosse morceau d'oignon, d'ail plutôt qui se retrouve dans une de nos boulettes. Là. Ça va être un petit peu trop agressif. Je veux que la saveur soit bien mélangée là, à travers toutes les boulettes. Donc, encore cette fois-là, on va rajouter. Non, on va saupoudrer notre ail avec notre gros sel. On va l'écraser pour en faire une purée. Donc, le sel, il sert d'abrasif puis il aide à réduire notre ail en purée. Ça le broie en même temps qu'on l'écrase. Voilà. On met ça avec nos oignons. Là, j'ai mis ça à feu très très doux. Je veux pas que ça le caramélise. Je veux pas avoir de coloration. Je veux vraiment juste qu'il devienne transparent. Pendant ce temps-là, pendant que ça cuit, on va mettre notre viande, notre agneau haché. J'ai environ 1 livre d'agneau haché. À ça, on va rajouter un œuf. On va saler généreusement. On va aussi rajouter un quart de tasse de chapelure. Ça peut être de la chapelure régulière ou de la panko. Et on va mettre une bonne cuillère à thé de flocons de piment fort. Donc on va hacher un peu de persil aussi. On rajoute ça dans notre viande. Mettre un petit peu de poivre du moulin. Les oignons, ils ont assez cuit. Je vais juste les mettre de côté. Je vais les transférer dans une petite assiette froide pour qu'ils aient le temps de refroidir. Si je les laisse dans la casserole, ils vont rester chauds trop longtemps. Je vais les étendre comme il faut. Plus que de surface qui touche à l'assiette froide, plus vite ça va aller. On va prendre nos 2 belles petites mains et on va faire un peu de malaxage. Donc, nos oignons et notre ail ont refroidi. On va maintenant les rajouter à notre mélange d'agneau. L'ail et l'oignon en la cuisine, c'est des éléments aromatiques essentiels. On les retrouve pratiquement dans tout. Il y a toutes les bases de sauce qu'on utilise, les bouillons qu'on peut faire, il y a toujours de l'ail et de l'oignon. C'est des incontournables. Carottes, céleri, oignons, persil. Je pense qu'il n'y a aucun cuisinier qui pourrait se passer de tous ces ingrédients-là. C'est des ingrédients qui ne sont jamais vraiment vedettes, mais qui sont toujours cachés en bas fond. C'est une couche de saveur qu'on apprécie mais qu'on n'est pas toujours conscient qui sont dans les recettes. Donc, on va finir ça avec la bonne vieille méthode à la main. Et voilà. Donc, je vais préparer une tôle ici avec un papier parchemin au fond. J'ai allumé le four à 425 degrés, donc ça c'est réchauffé. On va juste rouler nos boulettes, on va les déposer sur le papier, puis on va les envoyer au four tout de suite. Ils vont rôtir très rapidement avec 425 degrés. Puis on va les laisser refroidir ensuite, un petit peu, juste pour qu'ils soient tempérés. Puis on va préparer notre petite trempette pour pouvoir les servir sur la table tout à l'heure. On va juste les réchauffer à la dernière minute. Les boulettes, on essaie de les faire environ, que ce soit une bouchée, là, que ce soit agréable en bouche, puis qu'on n'ait pas l'air d'un gros cochon en train d'un écureuil qui fait des réserves pour l'hiver. Fait que, petite boulette. On peut facilement calculer 3 à 4 petites boulettes par personne. Donc,
Puis l'avantage avec ça, c'est quand on en fait pour la peine. Puis une fois cuites, les petites boulettes, on a juste à les mettre dans des ziplocs au congélateur. Puis la fois d'après, on a juste notre petite sauce à préparer. On a juste à les remettre au four, les réchauffer une quinzaine de minutes à 350. Puis ça va avoir une petite entrée improvisée pour les soupers, les amis qui arrivent à souper à la dernière minute. Alors, on prend nos boulettes, on les met au four, 425, 15 à 20 minutes. Donc, pendant que nos boulettes sont en train de cuire dans le four, on va préparer notre petite trempette au citron et à la menthe. C'est vraiment pas compliqué. Tout ce qu'on a de besoin, c'est environ un quart de tasse de yogourt nature. Là, je prends du yogourt grec, parce que le yogourt grec qui est un petit peu plus épais, plus crémeux. Je trouve qu'il enrobe mieux les choses quand on s'en sert comme trempette. Oups. Le yogourt grec, il vient soit à 0%, soit à 10%. Moi, je préfère toujours utiliser celui qui a du gras dedans. Vous me connaissez. On n'est pas là pour maigrir, on est là pour apprécier la vie. Donc, à cette demi-tasse de yogourt-là, je vais rajouter les zestes d'un citron entier. Si vous n'avez pas de petits râpes zesteurs comme ça, allez vous en acheter une. Il y en a dans les magasins d'articles de cuisine. C'est un investissement à vie, c'est bon pour les zestes, c'est bon pour le fromage. Si vous n'en avez pas, le petit côté après votre râpe à fromage va faire l'affaire. L'avantage de ces micro-lames-là qu'on appelle, c'est qu'ils vont chercher juste vraiment la pleure jaune. L'amertume du citron se situe dans la partie blanche d'un citron, donc quand on a une grosse râpe, on enlève une partie blanche aussi, donc ça donne un peu plus d'amertume. Là, on a vraiment quasiment des huiles essentielles dans notre plat. Donc, mais je veux vraiment que ça soit frais et vraiment pétant là, dans la bouche, donc on va mettre le citron au complet. À ça, je vais rajouter le jus de la moitié d'un citron. Je vais essayer d'enlever les noyaux le plus possible. Il n'y en a pas beaucoup dedans, je vais juste le presser. C'est bon. On va avoir une quinzaine de feuilles de menthe fraîche. Je vous dirais 2 tiges, là, ça devrait être assez. Toujours, on prend puis on tire par en bas. Ça les déshabille, ça va très bien. On fait des petits tapons avec. Là. Vous avez des feuilles à hacher, là. Ramassez-les en petits paquets. Là. Après ça, bien, avec votre couteau, vous avez juste à les émincer finement. C'est reconnu que menthe et agneau vont très bien ensemble. C'est des classiques de la cuisine. Agneau à la gelée de menthe. Je ne l'ai jamais vraiment apprêté comme ça, mais je pense que j'aime pas les classiques, j'aime ça rebrasser les vieilles affaires. Sel et poivre, toujours. On brasse tout ça. Et voilà, c'est tout. On va juste transférer ça dans un beau petit plat pour présentation. On va prendre ça dans notre assiette tantôt. On va mettre 2 petits carrés. On va en réserver un pour les enfants qui font des double dip, double trempage. L'autre, ça va être pour les grands. On va s'attaquer à notre pesto à la menthe qu'on va servir sur notre carré d'agneau. Donc, c'est un carré d'agneau qu'on va mettre la moutarde au miel dessus. On va le saisir premièrement à la poire. Ensuite, on va le badigeonner de moutarde au miel. On va recouvrir d'un pesto à la menthe. Le pesto à la menthe, on va le faire avec notre mortier. On a un super mortier ici. On va mettre des noix de Grenoble. Environ un quart de tasse. Mettre un petit peu de sel. Du poivre tout de suite. On va mettre un peu de jus de citron. On va mettre le restant de nos feuilles de menthe ici qu'on a. Donc, c'est environ 5 tiges de menthe.
J'ai besoin d'environ 2 bonnes cuillères à soupe de pesto pour un carré d'agneau. Donc, si jamais vous avez plusieurs carrés d'agneau à faire cuire, juste prévoir de doubler la recette. Mais en autant que possible, 2 bonnes cuillères à soupe. Il faut vraiment être généreux. Je vais rajouter 3 gousses d'ail. Avec notre mortier, on fait de la purée. Vous pourriez aussi bien faire ça au robot culinaire. Mais la quantité qu'il y a en ce moment, ça risque de coller juste dans les parois puis ça ne broiera rien. Si vous en avez un miniature, tant mieux pour vous, allez-y, gâtez-vous. Sinon, la bonne vieille méthode, on va rajouter du parmesan. Puis on va finir ça avec de l'huile. Là aussi, j'utilise de l'huile de canola biologique qui est fabriquée à Elgin par mon amie Catherine Gruber. Donc, Catherine se spécialise dans les huiles comestibles comme l'huile de lin puis l'huile de canola biologique pressée à froid. C'est de la même qualité que des huiles d'olive d'Italie. C'est vraiment un beau produit. Vous avez vu la couleur qu'elle avait, c'est vraiment jaune. Donc, je vais en rajouter encore un petit peu. Et voilà. Excellent. On grattera ça tantôt. On va mettre ça sur notre agneau après l'avoir saisi à la poêle. Donc, ici, on a un beau carré d'agneau. Il est apprêté à la française, comme on dit. Donc, les os sont nettoyés ici entre chacun, sur à peu près 1,5 pouce, 2 pouces. Le carré d'agneau, c'est comme le rib de steak d'après un bœuf. Donc, c'est de la longe, finalement, un peu comme une côtelette de porc. C'est la partie qui n'a pas de filet. Donc, si on continue un peu l'agneau plus loin, on aurait la même longe ici qui aurait le filet mignon qui serait collé à l'arrière. On aurait des petits T-bones. Donc, ça, c'est vraiment les côtelettes. D'habitude, il y a 8 côtelettes après un carré. Il y en a une 9e qui est cachée ici, qui a été coupée, on dirait. Mais si on tranche entre les os, on est capable facilement d'avoir 9 belles côtelettes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever un petit peu du gras ici, sur le dessus. Donc, avec votre couteau, on peut le nettoyer un petit peu plus que ça. Mais il faut toujours laisser quand même un petit peu de gras parce qu'il y a beaucoup de saveurs qui se cachent dans le gras. D'habitude, le gras, il fond au four, il se ramasse au fond de la poêle, donc vous ne le mangerez pas. Par contre, il va beaucoup aromatiser votre viande, donc ça, c'est bien apprécié. Puis au prix que ça coûte un carré d'agneau, enlevez-en pas trop. On a 2 producteurs d'agneaux dans la région. On a les élevages Mimo, la ferme Mimo qui est à Saint-Stanislas de Cosca. Et on a aussi les jardins de Maïka qui sont à Saint-Étienne-de-Beauharnois. Donc, c'est 2 producteurs d'agneaux qui vendent de l'agneau à leur ferme. En restauration, par contre, moi, j'ai pas la chance de pouvoir acheter vraiment de eux parce qu'ils n'ont pas un volume assez important pour me fournir une pièce spécifique en grande quantité. Donc, je fais beaucoup affaire avec Pascal, la boucherie Bœuf et compagnie à Châteauguay. Pascal, il fait affaire avec des producteurs puis distributeurs un peu québécois. Donc, j'ai aucune difficulté à avoir les pièces que je veux régulièrement. Par contre, si j'ai un événement spécial, comptez sur moi pour aller les acheter dans les éleveurs locaux. On l'a paré un petit peu, notre carré d'agneau. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va l'assaisonner. Donc, poivre. Pendant que je fais ça, je vais partir mon rond. Je vais mettre à feu très élevé. Je veux que ça soit très, très chaud. Je veux la saisir encore, ma viande. Poivre, toujours mon gros sel. Il y a beaucoup de gens qui me disent souvent l'agneau, j'aime pas ça, ça goûte la laine. Ça fait longtemps que vous n'avez pas mangé. L'agneau du Québec aujourd'hui, il est nourri avec des grains, puis il n'y a plus d'histoire de farine, puis de choses qui donnaient des goûts vraiment étranges. C'est le gras surtout qui contient la viande. Donc là, on est nourri avec du grain puis de la semoule. Il n'y a aucun problème avec ça. La viande est très bonne. Puis comme on peut voir ici sur le côté, je ne sais pas si on peut le voir à la caméra,
mais la viande est belle et rouge, puis est très persillée. Donc, ça veut dire que l'animal il a été nourri très adéquatement. Le gras est bien réparti à travers la viande, ce qui va faire que le gras en cuisant va se libérer puis va donner du goût. Puis en plus, ça va attendrir la fibre puisque c'est pas un muscle qui est raide. Il est traversé par des membranes de gras, donc la viande devrait être très, très tendre. Je vais mettre un petit filet d'huile dans le fond de la poêle. On va laisser chauffer ça. C'est la même poêle que j'ai fait cuire mes oignons tantôt. Ça va donner des goûts à ma viande en cuisant, donc ça ne sert à rien de l'avoir nettoyé entre les deux. On perdrait des saveurs, on gagne en saveurs. Là. Donc ce carré-là, je vais le saisir environ 3 à 4 minutes sur chaque façade. Donc je vais commencer par le côté où il y a le gras pour que le gras fonde. Ensuite, on va juste le tourner de côté. On va saisir la partie du dessous. Ensuite, on va chauffer un petit peu le dessus. Puis juste saisir les 2 pointes. On va le garnir de notre moutarde au miel et de notre pesto. Puis on va envoyer ça au four pour environ 15 à 20 minutes à 425 degrés. Toujours le petit bruit. Je laisse aller ça 3 minutes, je ne touche pas. On va le tourner de côté après. Pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer notre pomme de terre purée qu'on va servir avec ça. Je fais une pomme de terre purée très simple. On va faire, moi j'aime bien faire mes pommes de terre purée avec beurre et crème. Question de rendre ça un peu plus léger. Ça donne beaucoup de richesse aussi à notre plat. Donc j'ai épluché 5 ou 6 petites patates tantôt. Là. Elles sont vraiment petites, mais on n'a pas besoin d'une tonne. Je vais juste les couper en 4 pour faciliter la cuisson. J'essaie toujours de couper les pommes de terre à peu près jusqu'à mon pouce. Là. Ça fait dans 15-20 minutes, d'habitude c'est cuit là, sans problème. Parfait pour faire la purée. Les patates sont coupées, un peu de sel dans l'eau. Je mets ça sur le rond, on va laisser mijoter ça 20 minutes environ. Puis après ça, on va pouvoir les écraser puis rajouter notre beurre et notre crème. Le tour va être joué. Je mets le couvert sur mon chaudron de mes pommes de terre. Ça fait bouillir l'eau un peu plus rapidement. Au bout de la nuit, c'est quasiment 2-3 heures de moins d'utilisation d'un rond à la quantité de pommes de terre qu'on fait bouillir dans une année. Je vais regarder maintenant si les petites boulettes qui ont l'air. D'après moi, ils sont prêts, ça fait presque 15 minutes qu'ils sont là. On va regarder nos petites boulettes, voir qu'est-ce qu'ils ont de l'air. Ça me semble bien cuit. On voit que le gras est tout sorti de la viande, c'est correct. Madame qui est inquiète tantôt, là, ça va s'il y avait trop de gras dans mes boulettes. Non, mais il est dans le fond de la poêle maintenant, on ne mangera pas. Les mettre quand même, les laisser là. On va les réchauffer un petit peu tantôt avant de les mettre dans notre assiette pour notre service. On va attendre que le carré. On va mettre le carré là-dedans. On sortira nos entrées. Ça va nous donner 10-20 minutes pour manger tranquille en attendant que la poisson. Emprisonne les jambes dedans, ça garde toute la saveur. Saisir l'autre côté. Notre agneau qui est bien saisi avec la moutarde au miel de notre ami Gérard de la brasserie de Saint-Antoine. Je vais le généreux. La moutarde de ventre, c'est piquant. C'est complet en bouche en plus. La petite touche de miel qu'il y a dedans, ça va vous donner une petite saveur qui n'est pas habituelle avec l'agneau, mais qui va vous surprendre au garanti. Il est bien belgeonné, on va rajouter mon pesto.
place. Et ça, vous allez voir que c'est pas piquer des verres, cette petite croûte-là. C'est juste qu'il va falloir faire bien attention quand il va être cuit, quand on va le trancher. Ne pas trop brasser notre viande pour pas que ça tombe tout à côté. Et voilà. Donc, je l'ai tout mis, il n'y en a plus. Je remets ça dans le four, 425, 15 minutes. Les choux de Bruxelles. Le cauchemar de tous les enfants. Pour préparer les choux de Bruxelles, la façon la plus simple, je vais vous la faire tout de suite. On enlève le pied, on enlève les premières feuilles qui sont un peu fanées. Aussitôt qu'il est prêt, il y en a qui vont vous dire qu'il faut faire un petit X. Comme ça. Ça donne pas grand-chose, OK? La façon la plus simple, vraiment, c'est de les couper en deux. On prend une petite casserole. On va mettre tous nos choux de Bruxelles coupés en deux dedans. Je pense que c'est bien compliqué de faire cuire des choux de Bruxelles. Vous allez être déçus. Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas en faire. Et à cause que le chou de Bruxelles a un petit goût de soufre, à cause du chou, il vient de la famille du chou, je veux pas. Il y en a qui n'aiment pas ça. Mais sachez que le goût de soufre disparaît quand on y met du gras. Alors, je peux vous suggérer 2 ou 3 petites façons de les manger. Ce soir, on va les servir avec juste un peu de beurre fondu ajouté avec sel et poivre. Ça va être suffisant pour accompagner la peau de l'agneau qui est déjà pleine de saveur. On ne va pas éloigner les vedettes. Mais si vous aimez ça, les choux de Bruxelles, vous aimez la salade César, essayez de faire les choux de Bruxelles. On va les faire que de la même façon que vous allez les faire tantôt. Vous allez chauffer normalement du bacon dans une poêle. Vous allez ajouter un petit peu d'ail, de la crème fraîche et rajouter vos choux de Bruxelles cuits dedans. On va l'appeler nous la salade César. Vous allez remarquer que le chou de Bruxelles aussi va être beaucoup moins épicé. Mais pour ce soir, c'est traditionnel avec du beurre. Après ça, je vais rajouter une petite pincée de sel. On va mettre un fond d'eau. Je n'ai pas besoin de plus que 1 cm de fond. Je ne couvre même pas. Je fais juste vraiment 1 cm d'eau de fond avec ça. Avec le couvert dans la vapeur qui va se dégager de l'eau, on va souffler la liquide et on va le faire cuire exactement 5 minutes, pas plus, pas moins. Donc ça ne sera pas très long. On va tenir ça proche. Aussitôt que nos pommes de terre vont être prêtes, notre agneau va être sorti du four. On va allumer le feu là-dessus. Le temps que ça cuise, notre agneau va avoir le temps de se reposer. On va plier nos pommes de terre. On va pouvoir dresser nos assiettes. Pendant que notre carré d'agneau finit de cuire, on va préparer l'assiette d'entrée pour que les gens puissent les nos boulettes sont réchauffées. Ce qu'on va faire, c'est les déposer dans une assiette. La belle présentation. Vous sortez vos cure-dents du dimanche. De plus en plus, vous pouvez trouver des cure-dents colorés comme ça. Je vais vous en planter un par invité. Je vais leur demander de le consommer. Soit vous n'en faites plus. Ramasser les cure-dents après pour faire un peu de très bon. Si je me fie à la résistance que j'ai là, je dirais qu'on est encore un peu trop saignant. Je vais lui redonner encore 3-4 minutes. Après ça, on va le sortir, on va le laisser se reposer pendant un bon 5 minutes. Le temps que nos choux de Bruxelles cuisent. Et tout de suite après ça, on va être prêt à manger tout ça. Donc finalement, notre agneau a été dans le four pendant 18 minutes. Il était assez gros, ça a l'air qu'il avait besoin de ça. Donc ici, on a notre beau carré.
Un carré comme ça, comme je vous dis, c'est bon facilement pour 3 personnes qui ne sont pas des goinfres. On peut facilement, 2 personnes peuvent facilement tomber là-dedans et passer au travers sans problème. Aujourd'hui, on va le couper, on va mettre 3 côtelettes par assiette, ça va être suffisant. Là, il est sorti du four. Je vais le laisser se reposer pendant 5 minutes. Pendant ces 5 minutes-là, on va en profiter pour faire cuire nos choux de Bruxelles puis piler nos pommes de terre. Les pommes de terre, si on veut savoir si elles sont cuites, on a juste à appliquer un couteau dedans. On spot d'habitude la plus grosse patate dans le chaudron, puis on la transperce. Si elle casse ou qu'elle retombe, c'est un signe qu'elle est cuite. Donc, elles sont prêtes. On a juste à égoutter ça. Les choux de Bruxelles ont mon eau dedans, ils ont leur sel. Je vais mettre le couvercle. Je les mets là, on les met pour 5 minutes. Dans 5 minutes, ils vont être prêtes. Nos pommes de terre, ce qu'on va faire, c'est que je les ai égouttées. Je vais rajouter un petit peu de crème dedans, parce qu'il n'y en a vraiment pas gros. Donc on va mettre environ, je dirais 3 cuillères à soupe, 3, 4, 5, 6. On va rajouter un beau morceau de beurre. Petite pincée de sel. Quelques coups de moulin de poivre. Là, je fais ça pendant que le rond chauffe, parce que ma crème et mon beurre, le il était froid. Si les pommes de terre, si je mets du lait froid dans les pommes de terre chaudes, et que la quantité est trop importante, ça va faire de la colle. Je prends une patate en colle. Et c'est pas ça qu'on veut. Fait qu'en les chauffant, ma crème va être correcte, puis mon amidon ne sera pas traumatisé par un contact de chaud froid. Toujours chauffer son lait ou sa crème avec son beurre avant de les rajouter dans les pommes de terre pilées. Juste pour les garder bien chaudes. Avec la spatule, je vais écraser ces petits morceaux de pommes de terre qui ont été en piliers du filon. J'apporte ça ici, je vais verser le chocolat directement dedans. Juste la chaleur de la crème va faire que mon chocolat va fondre, ça sera pas très long. Finalement, ce qu'on fait ici, c'est une ganache au chocolat. Une ganache, surtout que ça refroidit, on va les rouler, ça deviendrait des truffes. Donc, vous avez une recette de truffes ici, bravo. Une recette gratis. Choux de Bruxelles, ça fait 5 minutes. J'éteins le rond. On va les égoutter. Je ne sais pas si vous avez remarqué ici, ils ont gardé leur belle teinte vert. Donc, un petit peu de beurre, encore. Je le sais, mais c'est ma cuisine, c'est pas la vôtre. Un petit peu de poivre. Je ne mettrai pas de sel parce que j'ai mis de l'eau. Il y avait déjà un peu de sel dans notre eau de cuisson. Puis comme elle s'est évaporée, le sel a dû rester au travers des légumes. Je vais juste les brasser un petit peu pour les enduire. Ça, c'est beau. On va être prêt à dresser notre assiette salade. On va juste mélanger ici notre sauce au chocolat. Ça prend vraiment pas gros, là. 1 minute ou 2, là. Puis là, on fouette, vous allez voir, c'est comme de la fondue au chocolat. Et voilà.
regardez ici à l'arrière, vous voyez les os, comment ils sont disposés. Notre couteau, il ne peut pas trancher d'os, malheureusement, mais il peut trancher les petits ligaments qui se situent entre chacun. Donc, je garde en mémoire que les os sont dans ce sens-là. Et je vais trancher en suivant l'os. Donc là, c'est ici. Je sais qu'il faut que je coupe direct là. Plus les côtelettes sont minces, fait que quand vous dresserez vos assiettes, vous ferez prendre une de chaque côté pour ne pas faire de jaloux, parce qu'il y en a qui vont pleurer, qui ont moins de viande que l'autre. Purée de pommes de terre. Ah, quasiment l'air d'un petit nuage. Hein? C'est pas à cause du beurre et de la crème, je vous le dis tout de suite. Chou de Bruxelles. On va disposer nos belles côtelettes en servant nos pommes de terre comme point d'appui. 3 côtelettes. On va garnir ça avec une petite feuille de menthe. Ça n'a pas vraiment besoin de sauce. Le pesto en tant que tel est tellement savoureux, puis la viande tellement juteuse que ça serait une insulte, je pense, d'aller rajouter une sauce à ça. Donc, juste savourer, goûter. Vous allez voir que c'est très très bon. Moi, je vais me sacrifier sur celle-là. Il n'y a pas à dire, je suis une bébête à sucre. Le miel là-dessus, là, avec la menthe fraîche, là, c'est vraiment, vraiment bon. Essayez-le, donnez-moi des nouvelles. On fera plaisir d'en avoir. Bon appétit tout le monde, puis on va dresser maintenant notre dessert. Donc, pour ce qui est de la crêpe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la farcir et on va la rouler. Donc, ici, j'ai le côté que je vais voir finalement, c'est que je le dépose sur le plan de travail. Je vais prendre un couteau et je vais couper quelques tranches de fraises. Petite boulette d'agneau piquante avec une petite sauce au yogourt crémeux, à la menthe et au citron. Le carré d'agneau avec chou de sel pour les pommes de terre et un superbe pesto à la menthe et à la moutarde au miel. Et notre super crêpe farcie avec notre crêpe pâtissière à nos fraises et notre sirop de chocolat chaud. Toutes les saveurs qu'on retrouve, puis ça, c'est au goût de chez nous. Donc, profitez-en, savourez, bon appétit.